qu'ils nous mettent le générique. Christophe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet échange qu'on va avoir avec Alexandre Sobo. Alexandre Sobo, vous êtes le président de France Industrie. Donc France Industrie, c'est vous qui représentez en fait l'industrie en France au niveau industriel, en partenariat avec les pouvoirs publics. J'ai quelques questions à vous poser, on va d'abord vous écouter un peu en introduction. Je serai accompagné avec Jean-Hugues Ripoteau, qui est le président, je n'ai pas le titre exact, président de FANUC France. En fait, alors c'est pas au titre de FANUC, mais c'est plutôt au titre de tous les intégrateurs, les clients, pour essayer d'apporter un petit suspense ou un petit peu de poivre supplémentaire des fois que j'en manque. Donc Alexandre, je vous laisse la parole peut-être pour nous présenter un petit peu où on en est avec France Industrie et l'Industrie France. Merci beaucoup Guy, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est tous rassemblés ici à Global Industrie pour célébrer le redémarrage de l'industrie française. Les choses vont mieux, d'ailleurs pas que en France, heureusement. On voit un vrai rebond et c'est aussi l'occasion de faire un tout petit bilan peut-être de cette période agitée qu'on a connue, hein, non seulement parce que le salon l'an dernier n'a pas eu lieu, mais parce qu'on a tous connu des moments difficiles. Et moi, ce que je retiens de cette période, c'est qu'on a quand même globalement ensemble, avec l'engagement de vos représentants à travers France Industrie, toutes nos fédérations, toutes nos filières et le travail avec le gouvernement, on a réussi à éviter l'essentiel des erreurs et de ce qui avait coûté si cher en 2009 à l'industrie française. On a réussi à mettre en place, que ce soit en urgence ou avec le temps, on a réussi à mettre en place les outils. Je pense évidemment au PGE, au chômage partiel, à la PLD, au soutien à l'alternance et à toute la partie plan de relance pour soutenir l'investissement. On a globalement réussi à éviter que cette crise imprévue, violente, douloureuse n'ait pas de conséquences structurelles trop graves pour l'industrie française, et ce qui explique aussi, l'environnement bien meilleur qu'on connaît aujourd'hui, puisque comme on a réussi à préserver les fondamentaux, au moment où l'activité repart, on n'est pas au fond du trou, et donc on s'en sort beaucoup mieux, même si c'est pas simple tous les jours. Je pense que votre co-intervieweur ne me démentira pas. Je crois vraiment qu'on a plutôt beaucoup, voire beaucoup de commandes, en tout cas quand j'en juge par les délais de certains de nos fournisseurs. Donc on est dans cet environnement et il ne faut pas perdre de vue tout le formidable travail qui a été fait dans les 18 derniers mois pour que cette crise sanitaire ne se transforme pas en désastre économique et social pour l'industrie française. Alors ensuite, vous l'évoquiez en introduction, hein, l'activité est bonne. Il y a beaucoup de secteurs qui ont retrouvé des niveaux d'activité équivalents, voire supérieurs à ce qu'ils connaissaient avant la crise. Alors ça ne veut pas dire que tout a disparu. Il y a encore des endroits, je pense à nos amis de l'aéronautique, qui certes commencent à voir le bout du tunnel, mais qui sont encore à des niveaux très inférieurs. Et tous nos adhérents qui fournissent Airbus et Boeing sont à la fois devant les perspectives de rebond et comment l'accompagner. En même temps, constate qu'au quotidien, c'est encore un peu moins que ce que c'était avant. Dans l'automobile, il y a plein de défis autour de la transition écologique, de tout ce qu'on fait sur les changements de motorisation, la défense de l'environnement, qui là aussi pose énormément de questions. Et puis le dernier sujet qu'il ne faut pas occulter, c'est il y a quand même eu un vrai trou d'activité. Et dans l'industrie, ce trou, il ne faut pas juste quelques semaines ou quelques mois de rebond pour qu'on en efface tous les scories. Les pertes de résultats, le trou dans les capacités d'investissement, ça, il faudra encore quelques mois, voire une ou deux bonnes années pour les absorber. Donc il ne faut pas penser que tout est réglé. Donc ça, c'est un petit peu la photo avec honnêtement plein de choses dont on peut être assez fier au-delà du rebond de l'activité, notre capacité à préserver l'emploi. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Il y a eu finalement, à l'aune de la baisse d'activité qu'on a connue, il y a eu très peu de destruction d'emplois dans l'industrie. Il n'y en a pas eu, mais il y en a eu très peu. On a réussi à préserver les compétences, garder nos équipes, et je pense que c'est très utile au moment du rebond. Et quand on regarde à court terme, on voit bien les grands sujets, hein. Difficultés d'approvisionnement, avec des délais chez nos fournisseurs qui s'allongent. On a beaucoup parlé des composants électroniques, mais quand vous achetez des moteurs, des blocs hydrauliques ou des connecteurs, vous apercevez que ce n'est pas que les composants électroniques qui compliquent la vie des industriels à court terme. Donc ça, c'est le premier sujet.
et un sujet qui manifestement va durer un peu plus longtemps que ce que tout le monde anticipait, même si là aussi, dans certains morceaux de l'économie, on commence à voir les premiers signes d'apaisement ou voilà, comme si on avait passé la bosse et qu'on est doucement en route vers un retour à un monde un peu plus normal. On a évidemment tout le sujet des recrutements. Alors, il ne faut pas être perdu, hein. Ils préexistaient avant la crise. On a eu cette période où il y a eu moins d'activité qui les a un peu occultés, et puis dès que ça repart, comme on n'a pas apporté de réponse structurelle sur ces enjeux, ben, ça revient. Et donc là, on a un gros travail à faire avec les pouvoirs publics pour voir comment on peut adapter un certain nombre des réformes qui ont été faites ces derniers temps pour mieux répondre aux besoins de l'industrie. D'ailleurs, je me réjouis que le président de la République, le Premier ministre l'a confirmé hier, il y aura une dimension compétence dans le plan d'investissement. Donc ça veut bien dire qu'ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Et je pense que, en particulier dans les métiers techniques, je pense évidemment à l'industrie, mais je pense à mes amis du BTP, qui ont le même type de problématiques avec des métiers très spécialisés. On a des vrais enjeux d'attractivité des métiers, de formation, pour avoir toutes les compétences dont on a besoin quand l'activité repart. Et puis ça, c'est un petit peu pour, j'allais dire, la photo aujourd'hui. Une activité qui est bonne, des points de faiblesse qu'on connaît. Puis après, il y a les questions structurelles. C'est quand on gratte un peu, on voit bien qu'il y a quand même des sujets structurels qui ne sont pas épuisés. La compétitivité en est un. On l'a vu avec toutes les pertes de souveraineté, toutes les chaînes de valeur qui sont parties et toute cette fragilité de la France dans cette crise. Hein. Il faut se réjouir que le gouvernement ait baissé de 10 milliards les impôts de production. Mais il ne faut pas perdre de vue que quand on regarde ce qui nous sépare de nos grands voisins, 10 milliards, c'est le premier pas d'un chemin qui reste encore à parcourir et à construire avec des résultats, des explications. Il y a effectivement, autour de la campagne présidentielle et de ce qui s'annonce, pas mal de pédagogie à faire pour qu'on continue à construire la route de la réindustrialisation et donc de la compétitivité. Et les compétences, on l'évoquait, il faut discuter de ça. Il y a l'assurance chômage et la réforme qui devrait se mettre en œuvre au 1er octobre, mais comment on trouve le bon équilibre entre protection légitime du salarié et incitation au retour à l'emploi? Là aussi, on voit qu'on a pas mal tâtonné. Quand on voit l'état de notre marché du travail, c'est assez facile de dire qu'on n'est pas au bon endroit. Quand on commence à creuser la façon de bouger, on s'aperçoit que c'est comme toujours, des sujets sensibles, des sujets compliqués. Donc moi, je revendique depuis toujours qu'on essaye des choses, qu'on mesure comment ça se passe et qu'on n'ait pas peur, si on n'a pas bien calibré une mesure, de l'ajuster sans avoir l'impression qu'on a failli. Quand on est sur le comportement des gens, quand on est sur des sujets aussi sensibles que l'indemnisation du chômage et la protection des gens qui ont perdu leur travail, il faut être humble. Il faut voir qu'est-ce qui a des effets de comportement, qu'est-ce qui a des effets de revenus, comment les gens se comportent face aux nouvelles règles. Et avec une conviction, c'est que la règle influe le comportement et que ce n'est pas toujours facile au départ de savoir jusqu'à quel point. Et donc la seule façon de répondre aux questions avec à la fois humilité et efficacité, c'est de faire bouger des curseurs et de se dire, si on n'a pas été assez loin, il faut continuer. Si on a été trop loin, il faut accepter de revenir sans avoir l'impression ni d'avoir failli ni de se déjuger. Donc on a vraiment ces deux grands sujets. Et puis le troisième, c'est tout ce qui touche à la transition écologique. C'est un formidable défi pour l'industrie française. On est, je pense, bien armé, bien placé pour y répondre, avec l'électricité nucléaire, avec tout ce sur quoi on peut s'appuyer, notamment un des PIB les plus décarbonés du monde. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup à faire demain si on veut inscrire ça dans une trajectoire durable et si on ne veut pas que décarbonation de l'économie française ne rime trop vite avec désindustrialisation du pays. Puisqu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, on sait faire décarboner, mais c'est malheureusement plus cher que le carboné. Et donc, en l'absence de mécanismes d'ajustement aux frontières de l'Europe, qui sont des sujets particulièrement compliqués à mettre en œuvre, il faut trouver des outils pour que ceux qui s'engagent, ceux qui font l'effort, ne se réveillent pas simplement en étant moins compétitifs et donc sortis du marché à grande vitesse. Voilà un petit peu pour j'allais dire en quelques mots, les grands enjeux du moment, les perspectives qui peuvent être les nôtres et ce qui va sans doute animer nos débats avec les pouvoirs publics dans le cadre du plan d'investissement, de la préparation de la présidentielle. Et puis comme tous ces sujets dépassent 2022, sans doute avec le président issu de ces élections et son gouvernement, il faudra continuer à travailler sur tous ces sujets. L'industrie, c'est le temps long. Hein. Je crois que vous le savez très bien tous les deux et beaucoup de nos nos auditeurs aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette photo. Il y avait besoin d'avoir ce retour dans le rétroviseur, enfin pas le retour dans le rétroviseur, mais regardez un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé.
Je note quand même qu'au 7 septembre, la production française a l'air d'aller beaucoup mieux, qu'il y a des choses plutôt positives. Bon, moi j'ai noté 3 gros points noirs, vous l'avez dit. C'est le côté approvisionnement, c'est la souveraineté, vous avez parlé automobile, l'avenir, les nouvelles filières, le recrutement. On va peut-être essayer de travailler. Alors ce que je voudrais, c'est que s'il y a des questions dans la salle, vous faites un grand signe. C'est pour ça que j'ai pris à côté de moi quelqu'un qui va m'aider à poser des questions. Non pas qu'on en manque d'idées, mais bon, c'est bien d'avoir des questions qui viennent de vrais industriels. En fait, c'est pas moi qui peux faire appel à un ami, c'est vous. Oui. Et donc, on va démarrer par les approvisionnements. Vous en avez parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui est conjoncturel, qui est structurel? C'est du temps long. Comment vous voyez la chose? C'est difficile à répondre parce qu'en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que dans toute crise, et la crise du Covid a eu des effets très violents sur l'économie mondiale, on a fortement baissé les niveaux de production, on a fortement réduit les stocks, puisque personne ne savait où on allait. C'est une crise très violente et très profonde, et finalement assez courte, vu la vitesse à laquelle on a réussi à produire un vaccin. Et donc les gens n'étaient à la fois pas complètement prêts pour le rebond dès la fin de l'année dernière, il faut se le dire entre nous. Je pense que la majorité des gens que je rencontre, ils étaient plutôt sur un schéma de rebond maintenant, enfin entre avant et après l'été. On était sur un point très bas, des stocks très faibles. Donc évidemment, quand on relance la machine dans ces moments-là, il faut remplir les tuyaux. C'est comme le robinet d'eau. Quand ça a été coupé quelques secondes et que vous retournez, vous voyez quasiment pas, ça se remet à couler. Quand vous êtes resté en panne pendant 15 jours, qu'il y a un peu de terre qui est rentrée dans le tuyau, il faut laisser couler un petit moment avant que ça revienne bien. C'est un peu la même chose. Donc ça, j'allais dire, c'est la conjoncture. En plus, il y a eu des effets climatiques. On a parlé de ce qui s'est passé au Texas sur la chimie. Il y a eu des effets calendaires avec nos amis chinois et américains qui sont plutôt repassés avant nous chez les fournisseurs. J'allais dire, tout ça, c'est douloureux, mais c'est un petit peu... j'allais dire, la vie des affaires, et on sait qu'au moment où ça repart, il va y avoir des moments un peu plus tendus, et l'idée c'est que ça ne dure pas trop longtemps. Et là, il se trouve que ça dure plus longtemps que d'habitude pour les raisons qu'on indiquait, c'était conjoncturel. Il y a eu des points très bas, des tuyaux très vides. Et puis, il ne faut pas se le cacher, on va, avec la résorption des sujets conjoncturels, on va voir apparaître les sujets structurels. Parce qu'on l'a vu dans cette crise, changement de méthode de travail, renforcement de la pression sur la réduction des émissions de carbone, électrification des procédés, développement du numérique, des nouvelles façons de travailler, tout ça, ça a des effets complètement structurels sur un certain nombre d'approvisionnements. Et je pense que ce dont on parle sur les semi-conducteurs, c'est à la fois du conjoncturel et du structurel. Et évidemment, au moment des sorties de crise, ce n'est pas facile de faire une photo complètement juste de ce qui va se passer. Donc on va encore, à mon avis, jusqu'à l'été prochain, on va continuer à tâtonner avec nos fournisseurs pour voir qu'est-ce qui sont des nouveaux besoins structurels avec des choses qui vont s'inscrire dans le temps et qu'est-ce qui sont, j'allais dire, la correction du trou et qui va se rééquilibrer. Et c'est pas facile. Prenons un exemple simple, c'est le cuivre. L'électrification, la décarbonation de l'industrie, c'est beaucoup de l'électrification. On le voit avec les voitures, les batteries, les bornes de recharge. Pour tout ça, il va falloir du fil. Et on n'a pas trouvé mieux que le cuivre pour transporter l'électricité. Je ne sais pas si un jour on trouvera mieux, mais il semblerait que ce matériau soit à peu près fait pour ça. Et il est dans la nature, donc avant qu'on invente quelque chose de mieux. Quel effet ça a sur le besoin en cuivre? Est-ce que les mines du Chili et les grandes mines sont capables de produire plus? Est-ce qu'on va avoir un effet de saturation durable par rapport à nos besoins et difficultés? J'en sais rien aujourd'hui, mais en tout cas, tout le monde réfléchit, se pose des questions sur le nouveau normal, si je puis dire. Et compte tenu des transformations à l'œuvre, crise conjoncturelle plus violente, un certain nombre de sujets, on va avoir un nouveau normal. C'est pas toujours facile de répondre à la question. Et donc là, il y a deux choses. Un suivi pragmatique au quotidien, en lien évidemment avec le gouvernement, les cellules de crise qu'on a mis en œuvre pour essayer de limiter au maximum les effets. Et puis la réflexion moyen terme avec les filières pour essayer d'identifier le plus vite possible le nouveau normal. Mais là aussi, c'est toujours pareil, ceux qui connaissent le passé sont nombreux. Ceux qui savent vous dire avec précision ce qui va se passer demain, ils sont un peu moins nombreux. On retrouve ça chez les fabricants de machines et autres. Il y a ces problèmes d'approvisionnement. C'est un problème majeur qu'on a observé effectivement depuis 3 ou 4 mois. Alors nous, on est une société multinationale, donc on voit bien un phénomène qu'on n'avait jamais connu par le passé, à savoir tous les continents sont au taquet en même temps, pour parler concrètement. C'est-à-dire que la Chine, l'Asie, l'Europe, les États-Unis sont au maximum de leur activité. Donc du coup, on se retrouve dans une situation extrêmement complexe et voilà, donc ça c'est un vrai sujet. Et concrètement, on est sur
surtout maintenant embêté par certains microprocesseurs qui viennent de Chine. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que toute l'industrie donc du microprocesseur et semi-conducteur est aussi présente en Chine et si peu présente en Europe ou ailleurs dans le monde? Ça, c'est vraiment un problème. Je pense que c'est des questions qu'il va falloir se poser un jour ou l'autre. C'est une question qui vous pose quelque part. Il y a un gros travail qui est fait avec la filière concernée autour, évidemment, en Europe, en France, de ST Micro et de tous les acteurs français dans ce domaine. On voit bien qu'il y a beaucoup de sujets. Là aussi, il y a beaucoup de sujets en même temps. Donc, il y a un gros travail qui est fait. Mais pour fournir une réponse précise, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des sujets sur la taille, par exemple. Jusqu'à quel niveau de finesse il faut descendre. Il y a aujourd'hui des besoins dans l'électronique grand public, etc., sur des sujets à moins de 10 nanos, qui sont essentiellement des besoins asiatiques et américains. Est-ce qu'il faut doter la France de capacité de production ou l'Europe de capacité de production quand tout le marché est ailleurs? Sachant qu'on parle d'investissements de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de dollars. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt renforcer ou compléter des usines qui aujourd'hui font de la production entre 20 et 10 ou qui pourraient se rapprocher de 10 avec des technologies qu'on maîtrise mieux et qui correspondent plus aux besoins de l'industrie européenne? Avec qui il faut le faire? Est-ce qu'il faut qu'on le fasse tout seul? Est-ce qu'il faut qu'on le fasse en partenariat avec des grands acteurs mondiaux? Qui parle de partenariat, dit discussions qui ne sont pas toutes très simples, avec des tas d'acteurs qui rentrent en ligne de compte. Et puis après, il y a l'évolution techno. Est-ce que demain, finalement, les gens qui disent aujourd'hui on n'a pas besoin en Europe des très petites précisions, n'imaginent pas les évolutions à venir et que finalement, dans 5 ans, on va regretter de ne pas l'avoir fait parce que finalement, il y a des évolutions plus grandes. Puis vous avez aussi, chez les constructeurs, des réflexions à avoir. Pendant longtemps, le semi-conducteur était une commodité. Là, il se trouve que c'est devenu une matière un peu plus rare. Donc, est-ce qu'on va reconcevoir des machines avant de l'électrification des voitures? Je pense à l'automobile qui est en première ligne dans les gens qui souffrent de ces situations-là. Est-ce qu'il n'y a pas un travail pour reconcevoir les machines, les voitures, mettre un peu moins? C'est-à-dire là, on en mettait 5, n'en mettre qu'un qui va faire l'ensemble du travail. Je ne sais pas du tout si c'est accessible, mais c'est toutes ces questions qui sont aujourd'hui en train d'être revues et qui, malheureusement, à la fois montrent qu'il y a une vraie réflexion. Donc, j'allais dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on apportera une réponse. La mauvaise, pour les gens qui souffrent au quotidien, c'est qu'on ne va pas l'apporter demain matin. Ça, c'est clair. Et il y a encore du travail pour qu'on ait maximum de chances de ne pas trop se tromper. Ça, je comprends qu'au niveau de France Industrie, c'est difficile là-dessus de prévoir. Par contre, il y a une chose qui est impliquée par cette pénurie, c'est quand même la hausse des prix, forcément. Est-ce que là, il y a quelque chose qui peut être fait? Est-ce qu'on peut légiférer? Est-ce qu'il faut créer, je ne sais pas, un médiateur spécialisé? Comment on peut prendre la chose pour que les hausses de prix, parce qu'écoutez, alors je sais pas, on doit retrouver ça chez pas mal peut-être d'intégrateurs ou autres, où en fait les prix augmentent, on a signé un contrat avec un client, on livre un an après, les prix ne sont plus les mêmes. Comment je répercute cette hausse de prix? Difficile, c'est contractuel. On fait un devis qui dure 2 jours, on en refait tous les 2 jours pour tenir compte de la... Enfin, comment faire ça? Je pense qu'il faut, même si la période est difficile, je pense que la première chose à faire, c'est quand même d'accepter qu'on est dans une économie de marché. Et qu'à un moment, les gens ne vont pas livrer des choses où ils perdent de l'argent et un acheteur, à un moment, il va bien se rendre compte en interrogeant tous ses fournisseurs que ce qu'il avait l'habitude d'acheter 10, ça vaut 12. Alors, comme toujours, la période de transition est douloureuse, mais je me méfie des solutions hyper réglementées, hyper administratives, hyper contrôlantes pour gérer des périodes de transition dont l'histoire économique nous montre qu'elles finissent toujours par se résorber. Alors, c'est vrai que quand ça se produit maintenant, au sortir d'une crise très douloureuse, avec une ampleur et une durée supérieure à d'habitude, ça gêne plus qu'avant. Et je pense qu'on... si je peux me permettre, dans un environnement totalement mondialisé, ce genre de réaction, à mon avis, aucun sens, parce que je vois mal la planète entière avoir les mêmes règles au même moment, donc ça me paraît impossible. Je crois que ce n'est pas le sujet, effectivement. Et donc je pense qu'il faut être pragmatique. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Agnès Pannier et le ministère de l'Industrie, c'est de se dire... Identifions toutes les difficultés et posons-nous la question si au-delà du temps nécessaire pour que ça se rééquilibre et du fonctionnement du marché, il n'y a pas des actions qu'on peut avoir. Des actions de souveraineté pour peser sur tel ou tel pays, pour que la France et l'Europe soient mieux considérées dans les priorités de livraison. Pour essayer d'avoir un petit peu de meilleur équilibre. Dans ces périodes, on fait tous un peu de stock de précaution qui peut collectivement coûter cher. Si les 3 qui ont du stock de précaution le gardent, pendant que tout le monde est en pénurie, collectivement, on n'est pas à l'optimum. Mais
En même temps, quand vous avez réussi à faire un peu de stock et que vous ne voyez pas demain, le repartager, ce n'est pas simple. Donc, il faut être pragmatique dans ces périodes. Il faut là aussi, je pense, développer notre culture du travail ensemble. Et de ce point de vue-là, les filières sont un formidable outil. Nos branches d'un côté pour les sujets sociaux, formation, nos filières pour les sujets plus économiques. On a, je pense, encore des progrès à faire à certains endroits dans le mieux travailler ensemble. Se faire un peu plus confiance. Alors oui, sur le marché, on est concurrent, mais dans des moments comme ça, on a tous les mêmes problématiques et dans le respect du droit de la concurrence, trouver les bons équilibres pour travailler un peu plus en meute, pour faire peut-être un peu plus comme les Allemands, les Italiens du Nord ou les Scandinaves. On a sans doute encore, profitons de cette période pour essayer de progresser, pour faire un certain nombre de choses mieux ensemble et pour qu'au sortir de cette crise, l'industrie française soit plus forte et plus solidaire. Justement, tout à l'heure, vous avez évoqué la compétitivité de la France par rapport à l'Allemagne, enfin de manière assez large. Et de manière donc très concrète, pour vous, qu'est-ce qui fait cette différence de compétitivité? Qu'est-ce qui fait que la France n'arrive pas à rattraper l'Allemagne dans sa compétitivité industrielle? Pour moi, il y a deux choses principales. La première, il ne faut jamais l'occulter, c'est le niveau des impôts et des charges. Quand pendant 30 ans, vous avez en moyenne entre 5 et 10 points de marge de plus et que vous accumulez, notamment dans l'industrie, du résultat, donc du capital, donc de l'investissement, donc de la puissance de feu, eh ben, à un moment, ça se voit. Alors, comme toujours dans l'industrie, ça ne se voit jamais tout de suite. Et donc, ce qu'on régulait avant l'euro par une dévaluation régulière du franc qui venait, j'allais dire, corriger les écarts, ça fait maintenant 20 ans qu'on ne le fait plus. Et on a mis beaucoup de temps à doter la France ou à ce que la France pose la question comment je régule ma compétitivité face à l'Italie du Nord, face à l'Allemagne, face à l'Angleterre, face à l'Espagne, face aux grands Scandinaves. Et quand vous regardez les chiffres, la dégradation du sol commercial de la France, c'est Patrick Artus qui le redisait récemment, elle est d'abord et avant tout avec l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire finalement ce qu'on fait avec la Chine, alors ça c'est comme tout le monde dégradé, mais on n'est pas plus mauvais avec les Chinois que ne le sont les Italiens, les Espagnols ou les Anglais. Notre fragilité, elle est avec nos concurrents proches, nos partenaires de jeu, qui gérait la relation avec nous à travers des ajustements monétaires et on n'a trouvé aucun outil pour le faire. Donc ça, c'est le premier point et il ne faut pas l'occulter parce que 30 ans d'écart de compétitivité, alors l'euro, c'est qu'il y a 20 ans, mais alors 20 ans d'écart de compétitivité qu'on n'a plus résorbé, ça, et les premières mesures pour la compétitivité de l'industrie française, elles ont été effectives en France en 2015. Les premières années du CICE, c'est 2015. Le pacte de responsabilité, c'est 2015, mis en œuvre l'année d'après. Et les mesures Macron, c'est 2017. Donc c'est très, très récent. Et puis je pense que le deuxième sujet, c'est quand même une culture du dialogue social. Alors non pas que l'Allemagne soit un paradis. Hein. Les gens qui vivent la cogestion à l'allemande, ils ne sont pas non plus toujours ravis. Mais en tout cas, cette idée qu'on est capable de partager des enjeux, de construire ensemble un certain nombre de sujets, qu'on peut parler non seulement salaire, mais investissement, emploi, alternance, formation des jeunes, et qu'on est capable de mettre tous ces sujets dans un temps long. Il y a quand même une culture allemande qui n'est pas aujourd'hui totalement la culture française, même si là aussi, depuis 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le dialogue économique et social engagé à l'UMM, dans tous les travaux qui ont été faits au MEDEF autour de ces sujets. Il y a eu finalement pas mal d'avancées, mais là aussi, ces changements de culture, ils prennent du temps. Le claquement de doigts, en matière industrielle comme en matière sociale, ça fait rêver, mais ça ne marche pas. Tout prend du temps. Et donc, je pense qu'on s'est mis au boulot sur beaucoup de sujets. Malheureusement, il va falloir, pour certains, attendre encore un peu avant que ça se voit. Et continuer à avancer, à travailler, même si les résultats mettent un peu de temps à arriver. Et si je prolonge la question vis-à-vis de l'Allemagne, on a quand même aussi, peut-être en France, est-ce qu'il n'y a pas un problème de normes? Quand on regarde les normes REACH, etc., on a l'impression à chaque fois qu'on rajoute la couche française derrière la couche européenne, et qu'à certains moments, il y a peut-être des complexités là-dessus, non? Alors, c'est pas très lié à l'approvisionnement, mais enfin, c'est pas très loin, c'est un handicap. C'est dans les moments compliqués, tout ce qui est surréglementation exacerbe les difficultés. C'est-à-dire qu'elle permet moins bien de s'ajuster, on en a beaucoup parlé sur les investissements. À règles européennes équivalentes, le fait qu'on surtranspose ou qu'on se mette toujours dans les points hauts de la réglementation génère du surinvestissement normatif en France par rapport à l'Allemagne. Moi, ce que j'ai observé sur ces sujets, c'est que l'État allemand discute de façon très approfondie avec ses industriels pour essayer de définir quel est l'optimum entre contraintes économiques et mise en œuvre d'une disposition d'intérêt général. Et que l'arbitrage, il est souvent assez bien calculé.
En France, historiquement, on a une petite tendance à se dire il faut qu'on soit les meilleurs de la classe. Et malheureusement, le whatever it takes ou le quoi qu'il en coûte, qui a été finalement assez salutaire dans cette crise, on l'a parfois mis en œuvre dans des sujets réglementaires sans vraiment se poser la question de l'impact que ça avait et que finalement, si les Allemands peuvent vivre avec une règle à 2, pourquoi est-ce que nous, en France, on doit dire qu'on doit faire 3? Je pense que les Allemands ne sont pas plus malades, ni plus fragiles, ni moins fragiles que les Français. Et à un moment, quand on parle de l'intérêt général, de la protection de nos collaborateurs, qui est au cœur de nos préoccupations, j'ai du mal à comprendre comment les Allemands peuvent vivre avec une règle un peu moins contraignante que nous, en assumant le fait qu'ils les mettent en danger. En fait, je pense qu'ils ne mettent personne en danger, c'est juste que nous, on a une histoire et une tendance à toujours faire du zèle. Et je pense que là aussi, je parlais des relations sociales, je pense que dans la relation avec l'État, même si depuis 4-5 ans avec France Industrie, beaucoup a été fait pour co-construire, pour travailler en bonne intelligence avec le gouvernement, je pense qu'on n'a pas non plus cette histoire de travail en commun, de confiance qui fait que quand on cherche un optimum de ce type, on le trouve assez naturellement. Je pense que voilà, on a encore des progrès à faire. Alors, si on n'a plus rien à dire sur les approvisionnements, on va passer à la... Hein? On a un peu élargi les approvisionnements. On a élargi approvisionnement, délais, fournisseurs, etc. Sur l'avenir et souveraineté, vous avez parlé, j'ai noté. Quelles sont les filières d'avenir en fait? Parce que hier on avait un débat avec des sous-traitants et c'est vrai qu'ils nous disaient nous on a besoin d'avoir une vision à 10-15 ans pour savoir sur quoi on va travailler, quels sont les nouveaux projets qu'on va pouvoir faire, quelles sont les nouvelles filières. Les filières d'avenir, on en parle beaucoup, mais quelles sont-elles? Je les trouve où? Est-ce que là, il y a eu un gros travail qui a été fait, je crois, on en est où? Alors d'abord, je voudrais rassurer tout le monde, il n'y a pas des filières d'avenir et des filières sans avenir. Il y a des entreprises qui doivent se construire un avenir et qui finalement, quand on regarde de près, le font au quotidien. C'est-à-dire, ça se voit plus ou moins suivant là où vous êtes, comment vous travaillez, mais à la fin, toutes nos entreprises régulièrement innovent, font de la R&D, se réinventent, modifient. Alors, plus ou moins vite et plus ou moins fort, mais l'industrie est une réinvention permanente, plus ou moins visible. Et quand on parle de filière d'avenir, on parle de quelques sujets emblématiques qui vont impacter nos entreprises au-delà des sujets qui vivent au quotidien. Et là, je pense que ça avait été très bien dit par Patrice Kénir. Il y a un formidable travail qui a été fait par Benoît Potier et le rapport qui porte son nom sur les 10 sujets stratégiques. À un moment, le travail est fait, il faut que tout le monde s'en inspire. Il ne faut pas que chacun se repose la question tous les 6 mois en disant « Bon, alors les filières d'avenir, c'est quoi ?» Et moi, nouveau patron de filière, nouveau ministre, nouveau directeur, je ne sais pas, se dit « Je veux réinventer la poudre ». C'est des sujets, il y a eu un énorme travail de fait. Bon, on peut en citer quelques-unes, hein, l'hydrogène et notamment l'hydrogène vert. On a beaucoup parlé de batterie, mais qui est plutôt l'accompagnement de la transition écologique. On a évoqué le sujet des semi-conducteurs. Où est-ce qu'on veut être dans la chaîne de valeur? Qu'est-ce qu'on veut en France? Vous avez tout ce qui tourne autour du nucléaire, du renouveau du nucléaire, du nouveau nucléaire. Comment on fait pour être un des leaders dans cette énergie décarbonée pilotable? Elle n'a pas que des qualités, hein, mais dans le contexte de ce qu'on a affronté, il ne faut pas les occulter. On a tout ce qui est bioproduction, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le médicament. Il y a plein de sujets lourds. Puis on a des sujets un peu plus technologiques autour du quantique ou du cloud de confiance, où il y a là aussi plein de questions qui se posent. Mais pour tous ceux qui se posent la question, il est en lecture publique. Je leur recommande la lecture du rapport Potier. Il est très didactique, il est très bien fait et il répond très largement avec un formidable travail d'écoute et d'analyse à ce que sont les grands enjeux tels qu'on les voit aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, la moitié de ces sujets seront traités et bien traités, qu'il faudra en trouver d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, inspirons-nous de ce formidable travail quand on met en œuvre le PIA, quand on définit un certain nombre de sujets d'avenir, et puis pour bien identifier avec les industriels les endroits où on peut faire tout seul et les endroits où on a besoin d'une forme de soutien de l'État pour être au niveau de ce que font nos grands concurrents allemands, européens ou même chinois ou américains. Parce qu'on n'est pas dans un... Voilà, on joue pas au Monopoly, on joue avec des vrais billets. Et les autres joueurs, ils n'hésitent pas quand il faut faire tapis pour gagner. Donc il faut qu'on soit capable de faire pareil. Donc tout ce qui sont les filières d'avenir, on part sur ce rapport-là. Les pouvoirs publics suivent aussi là-dessus. Ça peut être clairement expliqué à tout industriel qui se pose des questions. C'est pas clairement expliqué, c'est disponible pour tout le monde. Maintenant, il faut que ce soit mis en œuvre. Vous savez, on a en France cette tradition de faire des rapports dont certains sont extraordinaires et ils sont, j'allais dire, oubliés 6 mois plus tard. Et quand quelqu'un d'autre pose la question, il veut en faire un nouveau.
Je pense qu'il faut, enfin on le sait dans nos entreprises, c'est parce qu'on s'inscrit dans le temps long, c'est parce qu'on a une forme de mémoire de ce qui a été fait que finalement les choses avancent et avancent bien. Si on veut faire table rase de tout le travail fait avant et que tous les 2 ans ou tous les 6 mois, on repart de zéro, on va vite s'épuiser. Et est-ce qu'il y a un lien avec l'Europe qui est suffisamment fait? Est-ce que France Industrie a des liens avec l'Europe pour qu'il y ait une stratégie européenne là-dessus? Il y a des choses qui se construisent. On a un commissaire, Thierry Breton, qui a bien conscience de ces enjeux et qui veut avancer. On a parlé des écosystèmes européens, qui sont des éléments qui s'inspirent ou qui se rapprochent de nos filières françaises. On a les PIEC, Programmes d'intérêt économique, j'oublie toujours le dernier, qui montrent que l'Europe s'est posé la question de comment elle peut accompagner un certain nombre de transformations et que, quelque part, le droit absolu de la concurrence et la protection du consommateur ne peut pas être la réponse à tous les sujets. Ça doit être quelque chose d'important, mais ça ne peut pas être tout. Donc, on a commencé à se doter de certaines briques. Maintenant, on est au tout début et il faut les faire fonctionner. Et en Europe, on sait que entre l'idée et la réalisation, parfois, il y a un peu de temps, il y a de nombreux pays à mettre d'accord, il y a des projets à construire, il y a un peu de règles, de bureaucratie européenne qu'il faut faire bouger. En même temps, je ne sais plus avec qui j'en parlais il n'y a pas longtemps, cette crise a montré que quand il y a urgence, que ce soit en France ou en Europe, on sait bouger vite. Si on pouvait garder cette agilité face aux défis de demain, même s'ils n'ont pas cette urgence sanitaire qu'on avait tous face à ce virus et à cette pandémie, je pense que ça serait pas mal. Comme nous, dans nos entreprises, je pense que je ne serais pas démenti, on ne va pas tout changer à cause de ça, mais on a appris de cette crise de nouvelles façons de travailler et on va en garder certaines parce que c'est plus efficace, c'est moins fatigant, c'est moins coûteux. On va évidemment pas vivre hors temps de pandémie comme on vivait en pandémie, mais on a appris de ces périodes et on capitalise sur un certain nombre de changements. Je pense que si la France et l'Europe pouvaient apprendre de ces moments d'agilité pour les garder sur des sujets clés, je pense qu'on aurait tous fait un grand pas en avant. Moi, j'ai une question concernant les filières d'avenir. Comme vous le savez, la filière automobile reçoit une très forte incitation à proposer des moteurs électriques. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le bon timing par rapport à ça? Et écoutez, j'ai peur qu'on n'ait plus le choix. Et il y a un principe de réalité qui est finalement ce que j'en pense n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est dans cette transition dont un certain nombre d'experts questionnent la vitesse et la pertinence, on soit sûr qu'on ne fait pas de bêtises. Et pour moi, il y a 2 questions à se poser. Premièrement, est-ce qu'on est bien sûr que ce qu'on aura à la fin sera plus respectueux de l'environnement, et deuxièmement, apportera des réponses satisfaisantes en matière de mobilité à nos concitoyens. Parce que, si vous voulez, je vais prendre un cas qui n'arrivera pas, j'en suis sûr, mais on subventionne, on incite les gens et on fait bouger vers de l'électrique. Et dans 5 ans ou 10 ans, quand les gens ont massivement des voitures électriques, on n'a toujours pas de borne. Et quand on veut faire 800 km, ça prend une journée ou 2. Je pense qu'on aura une satisfaction assez moyenne de nos concitoyens et ils auront raison de ne pas être contents. Donc, est-ce qu'on est complètement sûr quand on intègre tout l'amont et tout l'aval que la nouvelle solution est plus respectueuse de l'environnement que l'actuelle? Il y a des gens qui questionnent ça. Moi, je ne suis pas un expert, donc je dis juste il faut qu'on trouve les moyens d'y répondre. Et deuxièmement, est-ce que, quand on a fait la transition, on a offert collectivement le service qui fait que la fonction mobilité qui était correctement remplie avec un moteur thermique sera demain correctement remplie avec un moteur électrique, et pas seulement pour des urbains de métropole qui font 12 km par jour et qui branchent leur voiture tous les soirs dans leur garage. Donc il faut évidemment répondre à ces questions. Ça, c'est les questions, j'allais dire, stratégiques. Puis après, on a une question de timing ou un peu plus de tactique. Ces transformations ont des effets sur le tissu industriel, en particulier français. La France avait une vraie compétence autour du moteur diesel et du moteur thermique. On en vendait dans l'Europe entière. Donc, si on remplace une vraie compétence par quelque chose qui est des batteries qui sont plus une compétence chinoise, et en tout cas pas une spécificité française, ça a des effets sur notre tissu économique. Combien de temps on se donne pour le faire? Comment on l'accompagne pour à la fois limiter la casse sociale et puis trouver des activités de remplacement? Parce que c'est bien beau de se dire on fait la transition, mais quand les usines ferment,
C'est les mêmes qui nous ont demandé de faire la transition, qui viennent se mettre devant l'usine en disant c'est scandaleux que vous fermiez, vous n'avez pas prévu l'avenir. Et on peut retrouver toutes les déclarations. Si on leur a dit vous nous donnez 15 ans, on a une chance d'y arriver, vous nous donnez 3, on ne saura jamais faire. On va pas revenir sur quelques sujets récents douloureux, mais il faut absolument, et tout ça rebondit sur ce dont on évoquait tout à l'heure sur la réglementation, la transposition. Comment on fait ça? Par une co-construction de ces trajectoires, de ces transitions, par une confiance que doivent avoir les pouvoirs publics vis-à-vis des industriels et de leurs représentants, pour que, justement, on arrive à faire le schéma qui concilie intérêt général, c'est-à-dire les grands objectifs, qui ne sont évidemment pas de notre responsabilité, qui sont un choix politique collectif sur ce qu'on doit changer, et en même temps une mise en œuvre qui n'est pas des conséquences économiques et sociales que personne n'assumera au moment où elles se produisent. Parce que, voilà, je pense qu'on a tous des expériences dans ce domaine, et c'est évidemment notre responsabilité à France Industrie en tant que partenaire social avec nos fédérations, avec le MEDEF, d'être un acteur clé de ces discussions. Mais il faut aussi de l'autre côté une volonté politique qui consiste à dire si on vous dit c'est faisable en 10 ans et pas en 5, qu'à la fin de la discussion on ne dise rien à faire, l'objectif politique c'est 5 ans et on assumera. Et en fait, ceux qui ont pris la décision ne sont pas souvent là quand il faut assumer. Et ceux qui arrivent quand il faut assumer disent mon prédécesseur a fait n'importe quoi. Est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur aujourd'hui, c'est un peu une impression que j'ai, sur la stratégie hydrogène, où on a l'impression qu'on prend le sujet plus en amont? Parce que c'est vrai que sur les batteries, on a l'impression que c'est arrivé très rapidement et qu'on était un peu pris au dépourvu. Moi, je me rappelle avec certains industriels qui ne voyaient pas l'électrique pour peut-être aussi rapidement avoir cette problématique à gérer au niveau industrie. Dans l'hydrogène, on a l'impression que la France veut prendre un peu l'ascendant. En tout cas, on prend le problème plus tôt. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la question quand la Chine a assis sa domination sur le marché. Donc forcément, on a beaucoup plus de chances de réussir. Deuxièmement, avec le Conseil de l'hydrogène qui a été créé il y a une petite année de ça, on a mis autour de la table pour éclairer les choix stratégiques du gouvernement et les priorités des industriels. On a mis autour de la table, je pense, beaucoup d'expertise, des grands industriels, des experts, les services de l'État, les acteurs qui font les outils pour faire l'hydrogène. Donc on s'est donné une vraie chance de construire une stratégie gagnante. On s'y est pris tôt. On a mis autour de la table des gens qui connaissent ou qui ont un intérêt à ce que ça se passe bien. Donc ça devrait mieux se passer que sur le premier sujet. Maintenant, du diagnostic et du conseil à la prise de décision, avec ce que ça coûte, avec ce que ça implique pour les uns et les autres, avec quand même des choix stratégiques autour de petits centres de production disséminés ou de gros centres d'hydrolyse à côté de grandes installations de production d'électricité. Est-ce qu'on veut être un lieu de passage ou un lieu de production? Il reste plein de questions auxquelles on n'a pas encore, ce qui est normal là, à ce stade du projet répondu, mais qui seront déterminantes quant à notre capacité à faire de ce sujet un succès industriel pour la France. Donc on s'y est pris assez tôt, on a mis beaucoup de gens compétents autour de la table et on a plutôt pris la bonne méthode. Maintenant, il faut encore que tout ça débouche sur des décisions positives et des choix stratégiques pertinents. Mais au moins, on a une chance d'y arriver. Oui, parce qu'on va retrouver la même problématique, en fait, les centres de stockage, de distribution, que pour l'électrique. Bien sûr. Il faudrait presque faire les deux en parallèle. Enfin. La question, c'est là aussi, il y a plein de sujets autour de la transition écologique auxquels tout n'a pas été répondu, sur c'est quoi par type de mobilité la bonne réponse respectueuse de l'environnement. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que faire de l'hydrogène avec de l'électricité au charbon, c'est une très mauvaise solution. Parce qu'il y a de la déperdition d'énergie et c'est plus carboné que de mettre de l'essence dans un moteur quel qu'il soit. Ça, c'est clair. Donc, il y a des choses qu'on sait qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on sait qu'il ne faut pas les faire que de temps en temps, ce n'est pas fait ici ou là, mais ça, c'est une autre question. Maintenant, entre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, on voit qu'il y a des débats. Et derrière ces débats, il y a la place du nucléaire dans la production d'électricité en Europe, avec la position des Allemands, avec les débats sur la taxonomie. Il reste plein de questions auxquelles on n'a pas répondu et auxquelles il faut répondre dans les semaines ou les années à venir pour être au rendez-vous de la réduction des émissions de carbone. Parce que ça, il ne faut pas se faire d'illusions, mais on en parlera peut-être dans les 20 minutes qui nous restent. Les sujets de la transition écologique, ce ne sont pas que des sujets industriels, c'est aussi des sujets de vie quotidienne, de vivre ensemble, d'habitabilité de la planète. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se tromper de priorité. Oui, on va plutôt faire de l'hydrogène vert.
On va éviter le gris, ouais, ça c'est clair. Troisième partie, il y a une question qui se pose, est-ce que l'hydrogène fait à partir d'électricité nucléaire est verte? Nous n'avons pas encore complètement, collectivement en Europe, répondu à cette question. Pour la France, je crois que oui, mais pour d'autres, il semblerait que non. Oui, mais comme une partie des décisions... À court terme, elle est verte, par définition. À court terme, elle est forcément verte. Après, bon, c'est un autre sujet. Oui, mais il faut qu'au niveau de l'Europe, elle soit acceptée comme verte. Il y a visiblement des pays qui ne l'estiment pas verte. Des pays que tu as cités tout à l'heure. Recrutement. Vous avez dit aussi que sur le recrutement, on avait... le problème n'avait pas changé. En fait, avant le Covid, on avait un problème de recrutement, on a un Covid, et puis on sort du Covid, on récupère le problème, c'est ça? Comment on donne envie? Quelle réponse? Comment on peut concrètement donner envie aux jeunes de venir dans l'industrie déjà? Je pense qu'il faut d'abord être conscient d'une chose simple, c'est l'industrie de demain, elle se construira autour des compétences. De la montée en gamme et de l'innovation, je pense que tout le monde en est conscient, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les gens le font à leur échelle, mais en tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que dans l'évolution de l'industrie, c'est par l'innovation, la compétence. Donc, les métiers de demain, on a le big data, aujourd'hui on parle de data scientist dans nos entreprises industrielles. Il y a 10 ans ou 15 ans, on n'en parlait pas beaucoup, donc on voit bien qu'il y a plein de transformations à l'œuvre. Donc, la compétence est un élément complètement clé pour réussir la réindustrialisation du pays et que la France pèse dans le concert des nations industrielles demain. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, derrière, on a 3 sujets. On a un sujet, est-ce qu'on est capable de former les gens à ces nouveaux métiers? Et là, je suis assez serein. Avec tout ce dont on dispose et tout ce dont on sait faire, la France saura former les gens. Ça, ici ou là, on mettra peut-être 6 mois de plus que ce qu'il fallait, mais on a des outils, on a nos CFA, on a des écoles d'ingénieurs, on a les outils, les compétences, on a des profs, on sait attirer des gens, donc on y arrivera. Après, on a un deuxième sujet, c'est de faire venir les jeunes dans nos métiers. C'est tout ce qui touche autour de l'attractivité des métiers, c'est la relance de l'apprentissage, c'est donner à voir l'industrie de demain. Et là, il faut qu'on s'ouvre plus. On a alors la crise, la période sanitaire qu'on a connue n'a pas aidé à accueillir des classes entières dans nos usines quand on avait du mal à accueillir nos collaborateurs, qu'on avait des règles sanitaires et des masques partout, c'était compliqué, mais on espère tous que cette période va toucher à sa fin dans un futur proche. Donc il faut que l'industrie donne à voir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un formidable lieu où on fait des choses passionnantes, où il y a autant de travail pour les garçons que pour les filles, et où on a des carrières, que ce soit en termes d'évolution technique, en termes d'évolution managériale, en termes d'évolution géographique, qui sont extraordinaires. Donc là, on a effectivement à continuer à changer cette image de l'industrie. Les cheminées, la saleté, c'est fini, ça existe dans de moins en moins d'endroits et il faut que les gens aient envie de venir. Ça, c'est le deuxième grand chantier autour de l'attractivité de nos métiers, de l'incitation des gens à venir chez nous plutôt que d'aller dans le luxe, dans la com ou dans la finance. Et puis le troisième sujet, c'est le fonctionnement du marché du travail. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'équilibre, c'est pas possible dans le monde d'aujourd'hui avec les besoins de recrutement qu'on a, que la France garde un chômage structurel à 8%. C'est juste pas possible. Donc il faut là aussi qu'on travaille avec les uns et les autres pour trouver le bon point d'équilibre et faire évoluer les règles pour qu'à un moment, personne n'ait intérêt à faire un choix, quelle qu'en soit la raison, qui soit pas du travail. Il faut à un moment donné qu'il y ait une vraie incitation pour tout le monde quand il a le choix entre travailler et pas travailler pour qu'il n'y ait aucun doute dans la tête de personne au-delà de la fierté, du positionnement social qui fait que je suis convaincu que la très grande majorité de nos concitoyens qui n'ont pas de travail veulent retravailler, mais que tout l'écosystème autour les amène non seulement à franchir le pas, mais à être orientés au bon endroit, à faire les évaluations avant qu'ils commencent pour être sûr que la filière dans laquelle ils s'engagent est une filière qui va leur convenir, qui est une filière d'avenir, et puis que derrière, on soit nous capables de les accueillir. Donc il y a effectivement plein de grands chantiers, et derrière, il y a des sujets de mobilité, de reconversion, de mentoring, qui sont là aussi, ce qui rend l'exercice difficile, c'est qu'une partie du problème, c'est du traitement individuel. C'est-à-dire que finalement, il y a quelques outils de traitement de masse qu'on gère plus ou moins bien, mais plutôt plus que moins. Mais dans l'état de notre marché du travail, il y a beaucoup de sujets qui sont de l'accompagnement individuel. Il faut aller chercher une classe de 3e, lui montrer ce que c'est que le travail dans l'industrie, pour qu'au moment où les mentalités se forment, il n'y en ait pas que 10% qui envisagent de travailler dans l'industrie, et donc 80% d'hommes. Ça, c'est sûr que c'est un peu douloureux. Et là, il faut aller dans chaque classe, il faut trouver des gens qui vont parler, il faut que l'éducation nationale ouvre les portes, il faut que le directeur de l'école ou le recteur
ne voient pas ça d'un mauvais œil. Donc il y a énormément de choses à faire sur les cursus de formation, mettre nos besoins en compétences au cœur de l'exercice. C'est un formidable sujet, c'est un formidable projet. Il n'est pas très simple, mais il faut s'y mettre. Si vous me permettez, je voudrais juste faire un petit commentaire ou un petit témoignage. Au Japon, le salon d'industrie s'appelle le Jimtof. Et le dimanche, c'est noir de monde. Et vous avez tous les Tokyoïtes, enfin les Japonais, qui se déplacent en famille avec des gamins de 2-3 ans et qui vont voir les nouveautés technologiques. Donc ça veut dire qu'à la base, l'industrie, ça doit aussi être culturel. Alors les Japonais sont très culturels, les Allemands aussi. Et nous, la France, c'est bien. Moi, il y a 40 ans à l'école, on me disait « Ouais, t'es pas trop mauvais en maths, donc faut pas aller dans le technique, faut parler une autre voie ». Et je crois qu'il y a un vrai travail de fond qui doit aussi... il y a les enseignants qui doivent être... c'est pas uniquement les entreprises qui doivent montrer ce qu'elles savent faire, il faut aussi aller plus loin et que les parents soient fiers d'avoir leurs enfants ingénieurs ou techniciens ou ouvriers, peu importe, mais voilà, il y a vraiment un gros travail à faire. Je pense que Thomas Pesquet nous aide, mais il n'y arrivera pas tout seul. Mais là, il y a du travail, ça fait des années. Hein. C'est un énorme chantier. Il y a eu des primes sur l'alternance. Elles sont arrêtées, je crois, c'est ça, nous, pour aider les jeunes. Est-ce qu'il y a des primes pour les alternants? Est-ce qu'on prolonge? Le Premier ministre a annoncé hier que c'était prolongé jusqu'au 30 juin, puisque ça s'arrêtait à la fin de l'année. Donc c'est déjà ça de prix, mais on sait tous que la rentrée de l'alternance, c'est septembre. Donc la question que tout le monde va vite se poser, c'est qu'est-ce qui se passe à la rentrée 2022? Et là, il ne vous a pas échappé qu'il y a une élection présidentielle d'ici là, qu'il y a une élection législative dans la foulée, et je pense que ce sera au nouveau gouvernement de décider ce qu'il fait avec le sujet du timing, c'est-à-dire on sera en juin. Et par rapport à toutes nos entreprises qui se projettent, c'est vrai que ça va être un petit peu tard. Donc c'est bien que ça ne s'arrête pas, parce que c'est un sujet important et le retour sur investissement est important. Après, est-ce que c'est le bon équilibre à terme? Ça coûte quand même beaucoup d'argent, mais c'est un très bon investissement par rapport au vrai développement qu'on a sur l'alternance. Est-ce que le niveau qui a été calé pendant la crise peut être un peu réduit? Il faudra qu'on en débatte avec ce gouvernement et puis le suivant pour se caler au mieux. Mais une chose est sûre, il ne faut pas que la dynamique de l'alternance s'arrête. Et là, il y a bien un sujet, il ne faut pas faire d'économie de bout de chandelle, c'est celui-là, parce que le retour sur investissement est considérable. Regardez, 100 000 jeunes de plus qui sont entrés dans des filières autour de l'alternance dont on est sûr qu'ils auront du boulot en sortant. Ça a une valeur économique, sociale, collective qui est considérable. Et les quelques milliards qu'on a investis pour que ce soit possible, à mon avis, ils ont un bon payback. Mais voilà, ce n'est pas à nous seuls de prendre la décision. Il ne faut pas débrancher trop vite. Il faut se poser la question de comment est-ce qu'on entretient la dynamique. Pourquoi il y avait cette réticence? Pourquoi l'effet prix, le signal prix qui a été donné au moment de la crise a eu autant d'effets positifs? Là aussi, on l'évoquait sur l'indemnisation des chômeurs, sur le comportement des entreprises, c'est pareil. À un moment donné, on prend des mesures, il y a celles qui marchent, il y a celles qui ne marchent pas. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter celles qui ne marchent pas, même si ça met quelques mécontents qui avaient à la marge profité du système. Et dans l'autre sens, quand il y a quelque chose qui marche, il faut se demander si on n'a pas trouvé le bon levier. Et ce qui fait qu'on a fait basculer les gens en termes de regard sur un dispositif, de capacité à faire. On a aussi libéralisé en même temps, on a libéralisé les CFA avec la réforme de 2018. On a aussi allégé un certain nombre de contraintes qui venaient se rajouter entre un alternant et un salarié, qui fait qu'aujourd'hui, dans la tête des gens, finalement, la façon dont on gère un alternant, c'est la même qu'un salarié. Donc comme on sait faire un salarié, on n'a plus de raison. Pendant longtemps, on a vécu dans un système où on a émis dans la tête de l'industriel que l'alternant ne pouvait pas travailler comme un collaborateur. Alors, il travaille comme un collaborateur qui débute, donc il faut évidemment faire attention, il faut l'accompagner, mais l'environnement réglementaire et de responsabilité est le même. Comme quand je prends un jeune, évidemment, je l'accompagne plus que quelqu'un qui a 15 ans d'expérience et qui sait tout faire. Mais je n'ai pas de responsabilité différente. Donc là aussi, on a fait bouger un certain nombre de choses dans la tête des gens. Il faut bien vérifier qu'une fois qu'on a utilisé les bons leviers, c'est dommage de les désactiver alors que ça marche, quoi. Parce que si demain on a 500, 600 ou même 700 000 alternants en France, croyez-moi, à la fois les besoins en compétences de nos entreprises, notamment industrielles, et le niveau de chômage va s'en ressentir de façon très très positive. Ça veut dire que vous avez parlé des élections qui arrivent. Dans les 8 mois qui suivent, on va avoir des élections. Ça veut dire que l'industrie doit devenir une cause nationale. Et comment faire en fait pour que vraiment ce soit le sujet qui soit mis en avant, ou que tous les politiques comprennent bien que c'est un sujet important, qui se positionne?
On en connaît certains qui sont déjà positionnés sur ce thème-là, mais bon. Je pense qu'il faut déjà commencer par savourer son plaisir. Quand vous entendez le président de la République, le Premier ministre, notre ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, mais plus naturellement parce qu'elle est ministre de l'Industrie, la façon dont il parle de l'industrie montre bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une prise de conscience des enjeux, cette crise les a encore soulignés. Donc je pense qu'il faut, il faut déjà rendre hommage. On a commencé avec le rapport Gallois, les premières mesures, je crois que d'ailleurs le président actuel a assumé des responsabilités ailleurs à ce moment-là, et tout ce qui a été continué, il y a un vrai engagement. Vous écoutez n'importe quelle interview de Bruno Le Maire, je l'ai encore entendu au MEDEF, aux universités d'été du MEDEF, à la REF il n'y a pas longtemps, il y avait une vraie dimension, on a conscience des enjeux de l'industrie, on a besoin d'une industrie forte pour redresser le pays, donc je veux dire, le début des mesures, c'est la prise de conscience. Maintenant, c'est à nous, en tant qu'organisation professionnelle, de consolider cette prise de conscience, de faire en sorte qu'elle soit le plus transversale ou partagée possible dans les différents courants politiques pour que cette dynamique qui a commencé à s'engager se poursuive. Mais si vous voulez faire l'exégèse des discours des ministres des Finances depuis 30 ans, je pense que vous verrez une inflexion raisonnablement récente. Oui, je ne voulais pas être négatif dans la question. Parce que mais le Premier ministre, hier, au moins, oui, bien sûr, mais dans le c'est bon important. sens, mais est-ce que tout le monde en a conscience? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de remettre un coup de boost bien sûr que si. Pour l'ensemble des mais il faut aussi, on fait toujours ça dans l'industrie, il faut savoir d'où on part. Je pense qu'il y a 15 ans, au moment où on évoquait la France sans usine, où on était beaucoup dans des schémas de délocalisation ou surtout d'absence de localisation, on a laissé l'industrie dans le PIB décliner sans faire grand-chose. La situation est quand même aujourd'hui différente. Il y a des vrais diagnostics qui ont été posés, il y a des vrais efforts qui ont été faits. Le plan de relance est quand même pour un tiers dédié à l'industrie. Donc c'est des points d'appui. Il faut montrer que ça marche. Et puis il faut continuer à convaincre pour être sûr que cette dynamique se poursuive, parce qu'il a fallu 30 ans pour bien abîmer l'industrie française, mais il n'en faudra pas loin d'autant pour la reconstruire. Donc on a besoin que ces priorités et ces actions s'inscrivent dans la durée. Oui, vous dites 30 ans, c'est vrai que Nicolas Dufour disait on a mis 20 ans, mais bon, 20 ou 30 ans à désindustrialiser, ça veut dire 20 ou 30 ans à réindustrialiser. Ça veut dire qu'il nous reste encore 10 ans. On a quand même passé le palier. S'il n'y a que ça qui me sépare de Nicolas Dufour, on va dire 20 ans. Ah oui, non, il fait tellement pour l'industrie, on partage tellement d'objectifs que je ne voudrais pas surtout donner à penser qu'il y a une nuance entre nous sur ces sujets. Non. Mais donc on a encore pour une dizaine d'années avant d'arriver peut-être à vraiment remonter. C'est l'objectif. On a vu, ce qui est étonnant, c'est qu'on a vu les premiers signes très vite. C'est-à-dire que le début de la version de la courbe de l'emploi industriel et des implantations, il a été dès 2017, 2018, 2019. On a eu 3 années positives pour la première fois depuis très longtemps. Donc il faut que cette dynamique se poursuive. Maintenant, ce sera vraiment tangible pour nos concitoyens quand on aura retrouvé des niveaux plus importants, que ça aura contribué à faire baisser le chômage structurel et le chômage tout court. En plus, ça aura participé à l'élévation du niveau de vie, parce que dans l'industrie, on est quand même globalement bien payé. Alors, on a tous des collaborateurs qui trouvent qu'un petit peu plus, ça serait mieux, mais quand on fait des analyses statistiques, c'est là aussi très clair. Donc, la réindustrialisation du pays, elle produira des effets positifs sur nos territoires, sur nos concitoyens, sur le sentiment de souveraineté, de puissance, de bon fonctionnement du pays. Et malheureusement, ce n'est pas encore de ce point de vue-là tangible quand on est au tout début de la reconquête. Mais le fait que la courbe soit bonne depuis 2017 est une bonne nouvelle, et c'est cette courbe qu'il faut reprendre le plus vite possible. D'où l'importance du plan d'investissement qui s'ouvre et des choix qui seront faits au lendemain de l'élection présidentielle de 2022. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des grands sujets. Moi, je voulais vous remercier parce qu'on part avec quand même la banane, si je puis dire. Et puis j'ai retenu que vous nous avez dit que grâce au Covid, entre guillemets, on a appris à être un peu plus agile. On va essayer de le rester. Donc si on est sur une bonne courbe, qu'on garde cette agilité. Guy, j'aime pas trop le mot grâce au Covid. Oui, mais j'ai mis les guillemets. Je pense qu'on a tous tellement souffert, ça nous a quand même tous tellement pourri la vie que je ne voudrais pas qu'on retienne grâce au Covid. Le seul point positif du Covid, c'est qu'on a appris ce que voulait dire exponentiel. Donc comme on est sur une courbe exponentielle au niveau du redémarrage de l'industrie, ça laisse quand même imaginer que ça va aller vite. Voilà, donc on va prendre le côté positif. Grâce, peut-être le mot n'est pas bon, alors c'est ça. De toute façon, on n'a pas eu le choix. Pas eu le choix, c'est ça. Mais merci Alexandre Sobou en tout cas. Merci Jean-Hugues Gripoto. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. On doit rendre l'antenne 5 minutes avant. On est dans le timing. Merci à tous.